Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette table ronde autour du thème planètes extrêmes. Pour commencer, je me posais cette question en préparant cette table ronde. Je me dis comment est-ce qu'on peut qualifier, qu'est-ce qu'on peut dire de notre planète à nous, la Terre, à part qu'on est en train de la détruire. Si on devait la définir globalement, faire une sorte de portrait un peu médian de ses caractéristiques, on pourrait dire que c'est une planète assez douce, tempérée. La température moyenne à la surface est d'environ 15 degrés. Une altitude moyenne de 840 mètres au-dessus du niveau de la mer, composée évidemment de 2 tiers d'eau. Alors il y a des extrêmes d'altitude, de froid, de profondeur, mais dans l'ensemble, notre planète est assez clémente, et c'est de cette clémence qu'a émergé la vie. Mais que se passe-t-il ailleurs ? On n'a pas besoin d'aller chercher très très loin, hein. Rien que dans notre environnement proche, la température à la surface de Vénus est de 465 degrés. Sur Uranus, dans le sens inverse, il fait moins 224. Sur Titan, le cycle de l'eau est remplacé par celui du méthane, qui forme des rivières, des lacs, un peu comme le cycle de l'eau sur Terre. Et puis, quand on entre dans le domaine de la SF, là, d'un seul coup, il n'y a plus de limite. Quelques exemples célèbres et fameux. Arrakis, une planète entièrement désertique sur laquelle l'être humain meurt s'il ne porte pas de distil. Sur Mustafar, c'est des rivières de lave qui rendent l'atmosphère quasiment irrespirable. Ou sur Miller, à cause de la proximité d'un trou noir, 1 heure correspond à 7 ans sur Terre, etc., etc., etc. Alors, quelles sont ces planètes extrêmes? Comment la SF s'en empare, et sont-elles vraiment si extrêmes finalement pour les planétologues? J'ai le plaisir d'avoir à côté de moi Emeline Bolmont. Bonjour Emeline. Bonjour. Vous êtes travaillé essentiellement sur les climats planétaires, donc, et vous êtes en poste à l'Observatoire de Genève. Francesco Verso, bonjour. Ciao. Vous êtes auteur de SF, fondateur, éditeur chez Future Fiction, des titres comme Blockbuster, Idol, Next Human. Jean-Marc Ligny, bonjour. Faut-il encore présenter Jean-Marc? Ici présent, auteur multiprimé, spécialiste notamment de la cli-fi, de la climate fiction. Pour commencer, je voulais parler peut-être avec Emeline. Quelle est aujourd'hui l'exoplanète la plus étrange que vous ayez eue dans votre viseur? Waouh. La plus étrange. C'est une très bonne question. À la limite, je peux répondre. Donc, il y a quelques années, à l'Observatoire de Genève, j'ai des collègues qui ont travaillé sur une planète qui est assez sympathique. Enfin, non, pas très sympathique, parce que vous ne voulez pas prendre vos vacances là-bas. Donc, il faut imaginer, c'est une planète à peu près de la taille de Jupiter, mais elle est très très proche de son étoile. Et en fait, en faisant des observations avec un instrument qui a été fortement développé à l'Observatoire de Genève, ils ont montré qu'on pouvait avoir des pluies de fer. Donc, à l'endroit en fait où vous passez du jour à la nuit. Donc, c'est ce qu'on appelle le terminateur. Et donc, en tout cas, en termes d'exotisme, c'est quand même pas mal, des pluies de fer. Des parapluies en Kevlar, donc. Nous, on connaît dans le système solaire 2 grands types de planètes, les planètes gazeuses et les planètes telluriques. Il y en a d'autres? Alors effectivement, une des grandes découvertes de la recherche des exoplanètes, en particulier avec un satellite qui s'appelle Kepler, a été de montrer en fait que un des types de planètes les plus fréquents dans notre galaxie est un type de planète qui n'existe pas dans le système solaire. Donc, comme vous le savez, en fait, dans notre système solaire, on a les petites planètes rocheuses dont la Terre fait partie, et on a ces grosses planètes géantes gazeuses. Et en fait, il y a 50% environ des étoiles qui ont un type de planète exactement entre les deux. Donc ça comble finalement le trou entre nos 2 types de planètes. Et donc c'est ce qu'on appelle des super-terres. Donc c'est imaginer des terres qui font 2 fois la taille de la Terre. Mais donc avec une vraie surface, une atmosphère pas trop épaisse. Donc c'est vraiment comme une Terre, mais un peu plus gros. Ou ce qu'on appelle des mini-Neptunes. Donc là, le nom l'indique, c'est des planètes comme Neptune, donc plutôt gazeuses, mais un peu plus petites. Et en fait, une des grandes découvertes du domaine a été montré que finalement, il y a un peu une continuité des petites planètes rocheuses vers des planètes gazeuses, avec donc ce type de planète que nous n'avons pas dans le système solaire. Et qui pourtant, une majorité, plus de 50% des étoiles ont ce type de planète. Jean-Marc, Francesco, en science-fiction, c'est quoi la graine d'imaginaire qui fait naître? Comment est-ce qu'on imagine d'autres, de nouveaux mondes étranges? Strange New World, ça se passe comment pour toi, Jean-Marc? Moi, depuis à peu près 20 ans, j'ai étudié à peu près qu'une seule planète qui est en train de devenir extrême, qui est la Terre.
Donc, ça va devenir un monde très étrange dans un avenir assez proche, en fait, enfin, du moins pour nous humains. Je pense que pour la planète elle-même, ce sera qu'une péripétie parmi tant d'autres, parce qu'elle a connu des épisodes climatiques complètement inédits, complètement extrêmes. Il y a eu des moments où elle était absolument pas du tout habitable ni vivable, où il y avait quasiment aucune vie à la surface, où il y avait des températures affolantes. Et bon, il y a eu des périodes de glaciation extrême, des périodes de chaleur extrême. Là, on étudie en direct, en fait, on observe en direct une planète dont le climat se dégrade et va vers un avenir qu'on a du mal à imaginer, quoi. Bon, on a beau étudier les climats passés, on sait que ça peut aller très loin, on sait que, à la limite, on peut aller jusqu'à une planète de type vénusien, quoi, qui est l'effet de serre maximum, on peut dire, qui existe dans notre système solaire, hein, où il y a des pluies d'acide sulfurique, il y a l'atmosphère essentiellement composée de gaz carbonique. Tu m'interromps si je me trompe. Et on est en train de découvrir sur Vénus qu'il pourrait y avoir des formes de vie possibles dans la stratosphère à genre 50 ou... Oui, on sait. Désolé, vous n'allez pas pouvoir y participer du coup. On est désolé. Mais oui. Ouais. Du coup, on va transformer la conférence, on va faire autre chose, on va parler des hommes araignées dans la science-fiction entre 1940 et 1943 en Europe de l'Est. Et donc, on a découvert qu'il y avait des formes de vie possibles, enfin, qu'il pourrait y avoir des formes de vie, du moins. Il y a certains marqueurs biologiques, on va dire, pas vraiment biologiques, comme on dirait. Alors, je pense que tu veux dire pour la phosphine, c'est ça ou parce que ouais, ok, c'est assez polémique, hein, je veux dire, ouais. Mais oui. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en fait, il y a cette couche dans l'atmosphère de Vénus où il y a une température qui permet la présence d'eau liquide, donc ce serait des gouttelettes d'eau liquide en suspension. Effectivement, il y a certaines personnes qui pensent que ça pourrait être un endroit où la vie peut apparaître, ou être en tout cas. Et voilà, ça c'est la planète que j'étudie principalement. J'ai pas écrit beaucoup de space opéra, ceci dit, j'en ai quand même fait quelques-uns. Et dans l'un d'eux, qui s'appelle Les Oiseaux de Lumière. Je pensais à Hayal, justement. J'avais imaginé une planète que j'avais dénommée Orange, qui était de type Io, donc essentiellement volcanique et essentiellement chimique, quoi, enfin, tout en réaction chimique, où l'humanité s'était implantée pour exploiter évidemment les fameuses réactions chimiques et produire des matériaux inédits, mais où la planète était absolument invivable. Et les stations humaines qui s'étaient établies dessus avaient une durée de vie très limitée, parce qu'elles étaient très vite érodées par les réactions chimiques de cette planète, qui était une espèce de volcan géant, en fait. Francesco. Salve a tutti, è un piacere essere qui di nuovo a Bordeaux per la seconda volta e ringrazio Natasha per avermi invitato qui. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Un grand merci à Natasha, l'organisatrice de l'événement, pour pouvoir être ici et parler à vous tous. Penso che andrò un pochino fuori tema, perché ho visitato dei pianeti che sono molto vicini a noi ma sono totalmente invisibili. Alors, il sort un peu dans les thèmes, parce qu'en fait, Francesco, il a visité des autres planètes, on va dire, mais qui sont plus proches de nous, en fait. Questi pianeti appartengono alla fantascienza che non è mai stata tradotta, i veri alieni della fantascienza. Cette planète, ça parle des vrais aliens, en fait, qui n'ont jamais jamais été racontés, en fait. C'est les vrais aliens de la planète. Questi pianeti vengono dalla Cina, dall'Africa, dall'America Latina e hanno condizioni molto estreme, molto diverse da noi. Cette planète, en fait, c'est l'Afrique, c'est
continente africano. Sì. Il est surtout le continent africain, la Chine, merci, l'Amérique du Sud aussi. E in questi pianeti la fantascienza è qualcosa di molto difficile da scrivere, qualcosa di estremamente lontano dalla realtà, perché hanno problemi molto diversi. En fait, dans cette planète, on va dire, à cet endroit, c'est très très difficile de parler de science-fiction parce qu'en fait, ils ont des gros problèmes et ça ne parle pas assez comme dans des autres pays, comme ça peut être en Europe. Ma nonostante questo la fantascienza sopravvive come forma di vita che si riesce ad adattare a condizioni molto estreme. Mais même si c'est très difficile de n'en parler, la science-fiction dans ce pays, il y a quand même et ils arrivent à s'adapter en fait à ces conditions qui sont pas possibles. E forse in questi paesi una specie sotto una grande minaccia di estinzione è proprio la fantascienza, perché va alimentata e cresciuta e conosciuta, non ha le stesse condizioni di privilegio e di vantaggio che ha nei paesi occidentali. Dans ce pays, en fait, Francesco dit que la science-fiction, c'est comme si on voit d'extinction. En fait, il faut la nourrir, il faut en parler pour ne pas l'oublier. En fait, on fait ça dans des pays comme ça peut être l'Europe, la Chine, on parle tout le temps de ça. E quindi è molto bello riuscire a mettersi in relazione con questi pianeti che non sono così lontani da noi, ma che hanno ovviamente il problema della lingua come ponte per comunicare. C'est très beau de pouvoir parler de cette planète qu'au final ils sont très proches de nous, même s'ils ne sont pas très connus. En fait, c'est juste la langue qui ça nous bloque pour pouvoir en parler. Perché in questi pianeti esistono tradizioni, usi e costumi completamente diversi dai nostri e attraverso la scoperta di queste realtà totalmente invisibili riusciamo ad arricchire il nostro stesso pianeta. C'est des pays qu'en fait ils ont des habitudes très différentes dans les nôtres et par contre c'est très intéressant de les découvrir et de comprendre en fait comment ils vivent, comment on exprime ça. E la cosa più importante che ho scoperto in questi 10 anni è che non esiste un futuro e non esiste una fantascienza, ma ne esistono tante quanti sono questi diversi pianeti. La chose la plus incroyable qu'il a connue après 10 ans, c'était en fait que non esiste un solo futuro e una sola. Il n'existe pas une seule science-fiction et une seule futur, mais plusieurs. En fait, on ne peut pas imaginer combien ils sont. Grazie. Merci. Peut-être pour parler de vos ouvrages, de votre travail, vous projetez beaucoup, enfin vous avez une littérature qui est assez cyberpunk, donc la planète extrême que vous décrivez, c'est un peu comme Jean-Marc, la nôtre, dans un futur technologique où l'être humain a complètement modifié son écosystème et son environnement. Sì, è interessante perché noi tendiamo a giudicare le condizioni di partenza in base ai nostri riferimenti e quindi abbiamo una visione antropocentrica, quindi lo standard è il nostro. Oui, en fait, nous, on imagine déjà cette planète comme on a des stéréotypes, mais qu'en fait, au final, quand on va les découvrir, c'est pas du tout comme ça change de pays en pays. Quindi il problema fondamentale è riuscire a rimuovere la visione umana e a includere quelle visioni che superano la nostra umanità e allargare il concetto di natura umana a qualcosa di diverso. En fait, il faut ouvrir l'esprit et essayer de couper en fait cette pensée qu'on a des autres pays qui sont tellement différents des nôtres, mais qu'au final, ils sont si proches. Jean-Marc, est-ce que aujourd'hui, quel est, enfin, je veux dire, dans ton œuvre, donc dans tous tes derniers livres, effectivement, tu montres comment l'action humaine est ce qui fait passer, enfin, ce qui est en fait le facteur perturbateur qui fait basculer un environnement stable et habitable en quelque chose d'inhabitable. Ça veut dire que les conditions extrêmes, les conditions climatiques, changer, transférer finalement des sociétés humaines dans des conditions qui sont plus difficilement vivables, c'est raconter finalement le lien qu'il peut y avoir, le lien qui est cassé
entre l'homme et son environnement, entre l'homme et la nature. Ce lien-là, selon toi, il est brisé définitivement, on peut le reconstruire. Qu'est-ce que tu en penses ? Non. Enfin, il n'est pas brisé définitivement, du moins pas chez tout le monde. Je dirais qu'il y a une partie importante de l'humanité qui est essentiellement les élites et celles qui nous dirigent, pour qui ce lien n'existe pas, n'a jamais existé, qui se satisfont pleinement d'un environnement artificiel et complètement coupé des éléments naturels. Mais l'homme est un animal comme les autres. Enfin, moi, je me considère comme tel. Je ne me considère pas supérieur à mon chat ou mes poules. Bon, sauf que je sais manier un stylo, ce que ne savent pas faire les poules, mais moi, je ne sais pas prendre un œuf, par exemple. Donc, voilà. Pas encore. Chacun sa spécialité. C'est jamais... Non, l'être humain se rend compte, bon, on se rend de plus en plus compte qu'on est en train de détruire une harmonie qui fait que la Terre est devenue une planète vivante, une planète porteuse de vie, où tout est lié, tout est en interaction, tout a son importance, aussi bien le chêne centenaire que la plus humble ortie, la plus petite fourmi que le plus gros éléphant. Tout est lié. Je veux dire, on est un écosystème. C'est ça qui est fascinant sur cette planète, la Terre, c'est qu'elle a réussi à générer un écosystème qui fonctionne d'une façon quasi parfaite. Enfin bon, qui est en constante évolution, qui des fois se dérègle. Bon, on a eu quand même 5 extinctions massives de la biodiversité. On a eu des événements climatiques extrêmes, tant au point de vue glaciation que réchauffement, etc. À un moment, il y a eu une époque où on était à 15 degrés au-dessus des normales planétaires, je dirais. Donc, c'était dans le Permien, je crois. Enfin, je ne sais plus trop quelle époque. Mais bon, c'est pas un environnement stable, c'est pas un environnement figé, c'est un environnement dynamique qui est en constante évolution. Et que nous, on a, depuis 2 siècles, profondément perturbé et qui est en train de se dérégler totalement. Alors donc, on va aller vers un extrême. Cette planète va devenir extrême d'une certaine façon. Mais la vie n'aura pas disparu pour autant. Je pense que la vie est tenace. On voit bien qu'il y a des organismes vivants dans des milieux complètement extrêmes, tant au point de vue à chaleur qu'acidité, que interaction chimique ou que froid extrême. On a même vu que les tardigrades arrivaient à survivre dans l'espace. Alors peut-être le tardigrade est l'avenir de l'humanité, hein, je ne sais pas, mais ce serait sympa parce qu'ils sont mignons, les tardigrades. Mais voilà, donc on a rompu l'humanité dans son ensemble, ou plutôt la société industrielle, je dirais, pas l'humanité dans son ensemble, la société industrielle capitaliste occidentale, essentiellement, a rompu ce contact avec la nature en prétendant la servir, la maîtriser, et qu'elle nous appartenait, et tout, c'est un enseignement biblique, hein, quelque part. On voit le résultat, c'est que tout est en train de se détraquer. Moi, ça m'intéresse. J'ai un point de vue presque, je dirais, anthropologique sur la question. Quand j'ai écrit Exode ou même Alliance ou Semence, qui se passe en 3 siècles, où là, bon, j'ai imaginé que la nature se transformait, ça m'intéresse de voir à quel point ce qui restera de l'humanité aura réussi à s'adapter, en fait, et à devenir un peu plus humble et un peu plus respectueuse de la nature. Ceci dit, je suis en train de lire actuellement un roman excellent de M.R. Carré qui s'appelle Rempart, la trilogie Rempart. Le livre de Colli. Le livre de Colli, les épreuves de Colli, où là, on a des arbres cannibales qui se déplacent, on a des aiguillons, on a des serpenteaux, on a des bestioles absolument extraordinaires, dont il n'explique pas vraiment la provenance. Enfin bon, j'ai pas fini, peut-être qu'il l'explique à un moment, mais voilà, là il décrit une autre planète, qui est notre Terre en fait. Ouais.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette espèce de fantasme de la science-fiction ou de fantasme de l'humanité, alors qu'on vit sur une planète relativement clémente, d'aller s'implanter dans des mondes, justement, et dans des planètes extrêmes. Et là, c'est même pas de la science-fiction, puisque c'est le fantasme d'aller poser le pied sur Mars, d'établir une base sur la Lune. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui relève... Enfin, est-ce qu'il est envisageable de pouvoir délocaliser l'humanité, Emeline? Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, la vie sur Mars, c'est quelque chose qui est encore de l'ordre du fantasme, de l'utopie, ou c'est quelque chose qu'on devrait être capable de pouvoir faire? Alors, je crois que dans l'état actuel de la technologie, de notre savoir, c'est pas tout à fait faisable. Et d'ailleurs, j'ai une collègue qui s'appelle Sylvia Ekström de l'Observatoire qui a publié un livre, On n'ira jamais sur Mars ou ailleurs, où justement elle liste toutes les difficultés qu'il faut relever pour aller sur Mars, donc les difficultés par exemple physiologiques, quel est l'impact d'un long voyage de plusieurs mois vers Mars sur le corps humain, mais psychologique, et puis aussi de santé, parce qu'en fait... Quand vous êtes dans l'espace, vous êtes vraiment à la merci des rayonnements les plus énergétiques du Soleil qui peuvent vous détraquer totalement. Et donc, voilà, la conclusion de ce livre est que c'est, actuellement en tout cas, avec notre technologie, c'est pas tout à fait faisable. Mais bon, j'imagine que dans un futur plus lointain, on arrivera à résoudre tous ces problèmes et on finira bien par arriver sur Mars. Mais moi, c'est vrai qu'en tant que scientifique, alors je ne travaille pas personnellement sur Mars, mais ça m'intéresse parce que moi, je suis plutôt dans les exoplanètes, donc encore plus loin. Mais ce serait tellement dommage d'aller sur Mars et de polluer, entre guillemets, cet environnement avant de découvrir tout ce qu'il y a à découvrir. Par exemple, on parlait hier de la présence de vie peut-être dans le sous-sol martien. Si on y va et qu'on pollue, entre guillemets, cet environnement, on aura toujours l'incertitude de savoir est-ce que c'est une forme de vie que nous, on a apportée, les tardigrades par exemple, ou est-ce que c'est une forme de vie qui vient elle-même de la planète. Et donc c'est peut-être un des trucs qui m'inquiète le plus avec cette course à Mars, je dois dire. Je crois qu'il y a une étude qui a été faite, il me semble qu'elle a été récompensée par un Ig Nobel il y a quelques années, qui montre que, contrairement à ce qui est raconté dans le bouquin de Weir, on ne peut pas cultiver de pommes de terre avec son popo sur Mars. Donc ça on s'est exclu. Elon Musk, désolé. Dimanche matin, on a un rythme de croisière. Hein. Alors, Jean-Marc, aujourd'hui, on a quand même le sentiment que quand on regarde effectivement l'évolution, si on peut tirer des grandes lignes, alors c'est évidemment sujet à mille débats, mais des tendances de la façon dont la science-fiction s'approprie, raconte l'exploration spatiale, et c'est une question pour Francesco aussi. Il y a eu la grande époque Star Trek, la nouvelle frontière, les nouveaux mondes étranges, coloniser, découvrir, puis il y a eu la période Alien, ils sont méchants, ils vont venir nous taper sur la gueule, ils vont venir nous détruire. Et aujourd'hui, on a le sentiment que, effectivement, le space opéra est un peu en déclin, que découvrir, s'implanter, trouver ces planètes extrêmes, finalement, c'est moins un sujet concernant que ce qu'on est en train de faire finalement sur la nôtre, quoi. Le souci, c'est qu'on a le changement climatique. C'est maintenant un incontournable en SF. On ne peut plus écrire des récits, des sagas interplanétaires, des grands space opéras sans régler cette phase-là. Je veux dire, on n'est plus au stade où on va construire des spatioports sur la Terre ou sur la Lune et puis partir à l'exploration et inventer la vitesse hyperluminique. Et puis voilà, il faut avoir réglé ce problème avant. Alors donc, il y a encore des space opéras, hein, il en existe encore. Mais en général, ça se passe dans un avenir beaucoup plus lointain. Et puis, soit on a quitté la planète parce qu'elle est devenue invivable, inhabitable, soit on a réglé la question d'une façon ou d'une autre. Et puis, l'humanité a rebondi et puis ça a repris son expansion. Comme disait, je crois, Tchaikovsky, la Terre est le berceau de l'humanité, mais on passe pas sa vie dans un berceau. Hein, c'est je vais pas y arriver. C'est pas grave, t'inquiète. Aérus.
Voilà. Bon, ce qui est une très belle formule, effectivement. Moi, je ne suis pas contre l'exploration spatiale. Et bon, comme j'ai dit, à une époque, j'ai même écrit des space opéras, bon, qui étaient plutôt ludiques, mais qui du coup m'a intéressé à l'espace. Et moi, je rate pas une nouvelle, une info sur les planètes extrasolaires. J'en reçois tous les jours et ça me fascine. Ça me fascine complètement, ces mondes. Voilà, où il pleut du fer, où des planètes en diamant, des planètes dont l'atmosphère s'échappe en longue queue, etc. Bon, des mondes absolument invivables et fascinants. Voilà, des planètes qui ont une phase brûlante et l'autre phase gelée, qui tournent pas sur elles-mêmes, où la seule vie possible serait sur le Terminator. Pour un auteur d'SF, Le Terminator, c'est pas le robot avec un gros fusil, hein, c'est la limite planétaire entre le jour et la nuit. Le Terminator, oui. C'est un sujet de science-fiction inépuisable. Mais le paradigme maintenant, c'est qu'il faut d'abord s'occuper de notre propre monde et justement éviter de le détruire davantage. Donc c'est pourquoi la climate fiction s'est mise à exister, puis est devenue un genre pas prédominant, mais enfin du moins assez important. Maintenant, c'est que va devenir notre monde, est-ce qu'on va s'en sortir, voilà, et comment construire un monde meilleur. Et on est déjà en train de... Enfin, il y a déjà des gens qui s'emploient, qui savent comment on pourrait vivre harmonieusement sur cette planète, arrêter de la détruire, retrouver l'harmonie, retrouver la biodiversité, retrouver le langage des arbres, des plantes, des animaux, reprendre notre place dans la longue chaîne du vivant, quoi. Tu parles du nouveau gouvernement, là? Non, je déconne. Pas de politique, pas de politique. Non. Je parle surtout pas du gouvernement. Francesco, le temps du space-up, le temps de l'exploration de ces mondes étranges, des planètes extrêmes est derrière nous. La science-fiction a un devoir maintenant de se concentrer sur notre présent et sur notre Terre. Est-ce que le temps de l'exploration, de la science-fiction qui explore d'autres planètes extrêmes est terminé? Est-ce que maintenant la science-fiction doit se concentrer avant tout sur la Terre et sur notre planète? Sì, in parte sono d'accordo. Il tempo dell'esplorazione spaziale si è un po' fermato. Siamo stati da poco su Marte, a nessuno interessava granché. Oui, en effet, je suis d'accord parce qu'en fait, l'exploration spatiale, il intéresse pas beaucoup de gens maintenant comme avant. Par exemple, on est arrivé sur Marte il n'y a pas longtemps et personne n'y s'est intéressé en fait. Ma ci sono due elementi importanti. Il primo è che fino a pochi anni fa l'esplorazione spaziale era guidata dai paesi, mentre oggi è guidata dalle persone, tipo multimiliardari Elon Musk e Jeff Bezos. Il faut déjà dire qu'avant, l'exploration spatiale, c'était fait par les pays, par l'État. Et maintenant, c'est des personnes, en fait. C'est comme Elon Musk avec SpaceX. Des multimillionnaires. Et les multimillionnaires. E quindi il problema è ripetere una sorta di colonizzazione più che esplorazione, che secondo me non serve. L'abbiamo già fatto. En fait, pour lui, c'est juste en fait aller coloniser des autres planètes, des autres pays, comme on a déjà fait avant. Et du coup, là, ça sert à rien. Ça, il faut pas le faire, ça, encore. Per cui se riusciremo a cambiare le modalità di esplorazione dello spazio sono favorevole, altrimenti sarà una ripetizione dell'esplorazione geografica che abbiamo già fatto nei paesi. En fait, pour lui, si on va changer les modalités pour l'exploration de l'espace, ça peut être une chose intéressante, à la place d'aller dans des autres pays et les coloniser comme on a déjà fait avant. Il secondo elemento è il fatto che piuttosto che cambiare le condizioni dei pianeti, sarà più facile cambiare le condizioni umane della nostra biologia interna per adattarci a quelle condizioni. La deuxième chose importante à retenir, c'est qu'à la place d'aller chercher à changer des autres planètes ou des autres pays, ça serait mieux déjà de changer nous-mêmes comme humains.
Il y a quelque chose, on en discutait un petit peu hier avec Emeline, moi que je trouve intéressant et toujours assez vertigineux, c'est de se dire, Emeline, que quand on parle d'anthropomorphisme, quand on regarde, on imagine à chaque fois, on voit bien quand il y a des grands titres dans la presse sur on a découvert une exoplanète, il y a une vue d'artiste avec une planète qui ressemble peu ou prou à la nôtre. C'est-à-dire qu'on imagine toujours un peu les autres mondes comme étant très similaires aux nôtres, parce que pour une bonne raison, c'est le seul qu'on connaît. Or, il faut le rappeler, notre système solaire est hyper atypique dans l'univers, dans la galaxie. On ne ressemble pas beaucoup aux autres systèmes et aux autres soleils et aux autres systèmes planétaires qu'on connaît en tout cas aujourd'hui. Oui, tout à fait. Je vous racontais tout à l'heure que déjà le type de planète le plus commun, c'était des planètes qui n'existaient pas dans notre système solaire. Donc déjà, ça nous donne un indice que le système solaire est pas forcément la norme. Et c'est vrai que, par exemple, si on regarde, je crois qu'on en discutait aussi à la table ronde précédente, mais les étoiles les plus communes dans notre univers, c'est des petites étoiles, donc plus petites que le Soleil. Les naines rouges, exactement. Et donc, on trouve énormément de planètes autour de ces objets-là. Donc, c'est des univers très, très différents du nôtre. Et donc, tu parlais tout à l'heure là, de ces planètes avec des côtés jour permanents, des côtés nuit permanents. Donc, c'est vraiment très exotique comme monde. Et oui. Des planètes où le commerce des boîtes de nuit est très fort d'un côté, mais beaucoup moins de l'autre. Non, tout à fait. C'est en termes d'activité. Est-ce que aujourd'hui, dans les découvertes, puisque je rappelle que toi tu travailles sur l'observation des exoplanètes, est-ce qu'il y a par exemple une observation, une découverte en planétologie qui bouleverserait notre conception de la planétologie et du vivant ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Alors là, j'ouvre un peu la porte évidemment à l'imaginaire, mais est-ce qu'il y aurait une forme de découverte qu'on dirait waouh? J'imagine que le jour où on arrive justement à détecter ces fameuses biosignatures, ça va probablement un peu révolutionner tout. Mais bon, voilà, le problème, comme on en discutait hier aussi, c'est qu'on n'a pas de biosignatures actuelles qui sont vraiment décisive dans Provence. Smoking gun. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une petite incertitude sur la provenance de ce qu'on interprète comme une biosignature, qui peut être venir de processus qui n'ont rien à voir avec le vivant. Et ça va être très très dur de se sortir de cette ambiguïté, sauf si vraiment on a des choses technologiques ou des signaux intelligents, entre guillemets. Donc si on détecte un signal radio qui nous dit coucou, bon là, je pense qu'on saura. Le fameux wow est un exemple, mais qui, voilà, l'explication extraterrestre n'est pas celle qui a été retenue. Et depuis, d'ailleurs, ils n'ont jamais redétecté un truc semblable. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Ouais. Alors le wow, il faut peut-être réexpliquer rapidement, c'est un signal qui a été perçu, et dont on a mis pendant un moment émis l'hypothèse qu'il puisse être un signal envoyé, en tout cas un signal d'une forme de vivant extraterrestre. Et puis en fait... Donc en fait, c'était je ne sais pas si vous connaissez SETI, c'est plus très à la mode, mais à une époque, c'était assez... Et donc le but de SETI est justement de détecter, grâce à des énormes radiotélescopes, peut-être vous avez vu le film Contact avec Jodie Foster, voilà, c'est ça. Donc vous avez ces énormes radiotélescopes qui essaient justement de détecter des signaux radio venant de technologies extraterrestres. Et donc dans ce programme-là, donc ils écoutent en fait, ils écoutent vraiment l'environnement radio venant de plein d'étoiles. Et donc il y a la photo est assez connue aussi. Donc c'est une image. Alors moi je saurais même pas comment interpréter ces trucs, mais il y a des lettres. Imaginez, c'est des observations, mais en fait en gros c'est des séries de lettres. Et puis à un moment, il y a une série de lettres proches les unes des autres qui est entourée, et puis quelqu'un qui a mis « wow » comme ça dans la marge. Et en fait, c'était parce qu'il n'arrivait pas à expliquer ce signal assez étrange. Et donc il y avait quand même plusieurs explications qui ont été données. Mais une d'entre elles, effectivement, disait peut-être ça pourrait être une source extraterrestre technologique. Mais c'est vrai que, voilà, comme je disais, ça n'a jamais été réobservé.
Et donc c'est resté un peu là, et depuis on n'a jamais eu de tel signal qui est revenu. Jusqu'au moment où on finit par trouver, parfois, il y a des explications très rationnelles. Moi, j'adore, c'est l'une de mes histoires préférées, que j'ai raconté 25 000 fois dans la méthode scientifique, donc désolé pour celles et ceux qui écoutaient, je radote un peu, c'est l'âge qui arrive. C'est le signal dont on pensait pendant très longtemps que c'était effectivement un signal régulier, mais en même temps à des fréquences un peu étranges, etc. Et on pensait que c'était un signal extraterrestre. C'était l'ouverture et la fermeture de la porte du micro-ondes dans la salle de repos à côté. J'adore cette histoire. Mais par exemple, si on pense si on explore un peu le registre des planètes, des planètes extraordinaires dans la science-fiction, moi il y a un type de planète que j'adore, c'est ce qu'on appelle, j'ai découvert ça, je venais de vérifier, des écuménopoles, c'est-à-dire des planètes villes comme Trantor dans Fondation. Est-ce qu'aujourd'hui, si une planète ville existe, il y a quelque chose de bizarre qui sort sur les détecteurs ou pas ? Alors, je pense que ce serait très difficile à être sûr de voir ça, parce qu'à la limite, on peut imaginer voir la pollution lumineuse. Donc, par exemple, si vous avez une planète ville, bah, vous auriez de l'éclairage nocturne du côté nuit. Et donc, peut-être on arriverait à détecter ça, mais le problème, c'est que, un petit peu comme le problème des biosignatures, c'est que c'est un problème très dégénéré. Et que probablement, si on a une certaine émission du côté nuit, on trouverait des moyens de l'expliquer de manière qui n'a pas, qui ne fait pas intervenir de la lumière artificielle. Et donc, c'est toujours la même chose. Pour avoir ce degré de confiance sur la présence de vie extraterrestre, je pense que c'est très compliqué. Ouais. On va pas tarder à prendre des questions. Si vous avez des questions, fourbissez vos munitions. Peut-être qu'est-ce qui, toi, Jean-Marc, concrètement, quand tu regardes, quand tu t'intéresses à l'astrophysique, quels sont les éléments d'exotisme dans les exoplanètes ou dans ce type de recherche ou de découverte qui font carburer ton imaginaire ? Bah, c'est justement toutes ces planètes qui ne ressemblent pas à la Terre. Quand j'ai écrit mes 2 ou 3 space opéras, avec mon souci du détail et ma documentalite, on pourrait dire, à chaque fois j'essayais que mes planètes soient plausibles en fonction des connaissances qu'on avait des exoplanètes. Hein. Il y avait un très joli site qui s'appelait Extrasolar Vision, qui était un site d'artistes en fait qui peignaient, qui représentaient des mondes exotiques, etc. Et moi, je me suis toujours assez désolé dans les films de science-fiction, dès que ça se passe sur une autre planète, ça ressemble désespérément à l'Arizona ou à l'endroit où ça a été tourné. Ou à l'endroit où ça a été tourné, ou au studio d'Universal. C'est ça. À l'exception où j'ai été agréablement surpris dans une série de films de série B, on va dire, qui s'appelle Les Chroniques de Riddick, oui. Où là, il y avait dans le premier une planète sans soleil. On a découvert qu'il en existait, des planètes hors système. Planètes errantes. Oui, des planètes errantes hors système, donc où régnait une nuit permanente. Donc c'est dans Pitch Black. Et dans Les Chroniques de Riddick, il y a une planète où le soleil grille instantanément. Dès que le jour se lève, dès qu'on se met au soleil, on grille en 30 secondes. Et je me suis dit, tiens, là, il y a une vraie recherche en planétologie, en fait. Même si l'atmosphère est respirable, parce que tourner tout le film en scaphandre, en combinaison, c'était peut-être difficile et puis ça coûtait cher. Mais là, il y avait une vraie recherche. C'est aussi le cas dans le problème à 3 corps. Où il y a, en fonction de l'alignement des différents soleils, quand il y en a un qui se lève, tout le monde est grillé instantanément. Voilà, ouais. Aussi, ouais. Voilà. Et donc, moi, je trouve que ces planètes extrasolaires et extraordinaires sont une mine pour l'auteur de science-fiction. Mais imaginez une écologie, un écosystème sur des planètes comme ça. Alors, soit on part dans le délire total. Bon, je crois que c'est l'objet d'un autre débat, planète délirante. Soit on va essayer de bâtir un écosystème. Et là, pour moi, ce serait des mois de recherche, quoi. Ouais. Des mois de recherche et d'études, sur une planète où il pleut du fer,
où il fait 1200 degrés le jour d'un côté et puis moins 260 la nuit de l'autre. Quel est l'écosystème? S'il y a une atmosphère, comment est-elle? À quelle vitesse vont les vents? On peut imaginer qu'il peut y avoir des tempêtes titanesques, puisque il y a un tel échange thermique que ça fait des vents à plus de 1000 km/h. Ne serait-ce que imaginer de descendre dans l'atmosphère de Jupiter. Bon, qui est une planète qu'on connaît quand même assez bien. Il y a quelqu'un qui l'a fait, Cassini. Oui, la sonde Cassini. Bah oui, ah non, Oui. c'était Saturne, pardon, excuse-moi. Ouais. C'est Juno Et puis, ou Titan. Ouais. Ou Titan. Ouais. Bah, Titan, bon, moi, j'ai écrit une nouvelle qui se passait sur Titan, bon, voilà, avec ses lacs de méthane, ses pluies d'ammoniac et tout ça. C'était très joli. Faut en parler à Alice Le Gall qui est là et qui travaille sur Dragonfly, on en parlait hier. C'était voilà, un paysage assez étonnant, mais voilà, c'est pas comme dans un film, tu sortais pas à l'air libre comme ça en respirant le bon air, hein, parce que le bon air c'était du méthane et de l'ammoniac. Donc imaginez de vivre ou d'aller explorer ce genre de planète. Là, on n'est plus au stade de la colonisation, comme disait Francesco. C'est pas des planètes qu'on peut coloniser. C'est des planètes où, si l'humanité y arrivait, elle serait obligée de se montrer extrêmement prudente, extrêmement humble et faire très attention. C'est comme déjà rien qu'aller se poser sur la Lune, on voit les difficultés que ça crée. Bon, on n'y est pas retourné d'ailleurs. On voit comme c'est compliqué. Aller sur Mars, comme tu dis, c'est pas à l'ordre du jour, du moins pas dans un avenir proche. On peut au mieux y envoyer des sondes et des robots. Et même ce genre de planètes extrasolaires, si on arrivait à les explorer un jour, ce serait, à mon avis, par des sondes et des robots au départ. L'humanité n'a pas sa place dans ce genre de monde. Peut-être même aucune forme de vie n'a sa place, quoi qu'on ne sait pas. Parce qu'on sait que la vie, à mon avis, la vie est tellement abondante dans l'univers que même sur ce genre de planète, elle doit exister sous une forme ou une autre. Moi j'irais bien, j'aime bien LV 426, mais j'ai un petit biais. J'aimerais bien aller le visiter, mais je crois qu'il y a une autre espèce un peu belliqueuse à la surface. Mais bon, c'est très rigolo de rencontrer Alien pour qu'il revienne. Désolé, c'est dimanche matin pour tout le monde. Hein. Un peu de clémence. Francesco, quel type de monde extraterrestre vous ferait rêver? Et puis on prend les questions après. Io penso che l'esplorazione spaziale debba servire a riportare delle tecnologie, quindi come una specie di test. Moi, je pense que l'exploration spatiale, en fait, il faut qu'il nous ramène des technologies comme une espèce de test. Nuovi materiali, nuove modalità per l'agricoltura, nuove modalità di insediamenti umani. Des nouvelles modalités pour cultiver, pour apprendre et des nouvelles technologies en fait en général. Però personalmente non credo che noi arriveremo, noi come umanità, credo che ci saranno delle modalità diverse per cui arriveremo ad altri pianeti. Ok, ripeto. Noi come umanità non arriveremo nello spazio, ma arriveranno delle altre identità che partiranno dalla Terra. En fait, nous, comme êtres humains, on ne pourrait pas arriver dans des autres planètes, mais il y aura des nouvelles technologies qui pourront le faire. Ok. Scusa. Sicuramente un pianeta dove l'equilibrio è stato raggiunto, dove l'umanità vive in armonia, una cosa abbastanza semplice. Il aimerait bien rêver d'une planète en fait, où il y a un équilibre et où nous, les humains, on peut vivre en armonie. Però volevo solo dire questo, che credo che l'accelerazione dell'intelligenza artificiale porterà a noi a fonderci con le macchine, quindi non sarà l'umanità ad arrivare nello spazio, ma saranno le macchine, forse con un briciolo di umanità. Il pense en fait qu'avec l'évolution de la technologie qu'on a maintenant, avec l'IA aussi, nous on va se fondre avec des machines et ça sera plus nous qu'on pourra explorer en fait les nouvelles planètes, mais ça sera des robots, des machines avec un tout petit peu d'humanité. Est-ce qu'il y a des questions?
Ma question s'adresse à Francesco Erso. À ce que j'ai compris, il est non seulement auteur, mais aussi éditeur. Oui. Et il publie des auteurs de différents pays. Et ma question est, comment trouvez-vous ces auteurs? È un segreto. C'est un peu un secret. No, ho tre modi. Il primo, vado in quei paesi. Alors, il y a trois modalités. En fait, la première, c'est d'y aller directement dans ce pays. Il secondo è conosco gli editor e gli scrittori locali. Je vais connaître et rencontrer les éditeurs et les écrivains locaux. E il terzo, ho costruito una squadra di traduttrici e traduttori che sono come le mie orecchie e le mie antenne. Il fait confiance à une équipe de traducteurs qui, en fait, c'est comme ses oreilles, en fait. Grazie. Merci. Et il y a une partie de l'univers qui nous échappe, ou en tout cas qui nous est difficilement accessible. Je pense à la matière noire, à l'antimatière, au trou noir. Et je me demandais dans quelle mesure ça inspire l'imaginaire, ou aussi dans quelle mesure les sciences s'en saisissent. Et le premier exemple qui me vient en tête, c'est cette planète dans Interstellar que j'ai trouvé bluffante. 1000 heures, la planète ou une heure, c'est 7 ans, c'est ça? C'est ça, et puis il y a des marées, planète recouverte d'eau avec des marées qui font des centaines de mètres d'eau, voire des kilomètres. Et voilà, qu'est-ce que nous ouvre cet univers en termes de planètes extrêmes et de conditions qu'on ne peut peut-être même pas imaginer. Mais finalement, qu'est-ce qui est imaginé aujourd'hui? Alors, c'est vrai qu'après, pour la découverte des exoplanètes, on est quand même assez limité dans les techniques qu'on utilise pour les découvrir. Et donc, on se concentre principalement sur des systèmes semblables aux nôtres, dans le sens des planètes qui tournent autour d'étoiles. Parce que, par exemple, une planète autour d'un trou noir, je ne saurais même pas comment faire pour la découvrir seulement. Parce que les trous noirs, par définition, n'émettent pas de lumière. Et par exemple, une des techniques de détection d'exoplanètes est de détecter la baisse de lumière quand une planète passe devant son étoile. Donc c'est... moi j'ai adoré cette planète parce qu'en plus, dans mon travail, je travaille sur les effets de marée. Et donc c'est vrai que c'était vraiment impressionnant. Mais bon, voilà, au niveau de la recherche, en tout cas, je vais laisser après répondre à mes collègues, mais au niveau de la recherche, on est quand même limité à des choses très... semblable à ce qu'on connaît, et même dans ces planètes autour d'étoiles, on a quand même des mondes assez exotiques, comme on en a parlé, quoi. Moi, il y a un mindfuck que j'aime assez, c'est-à-dire que on suppose, même si la question n'est pas tranchée, parce que vous savez qu'on est donc au centre de ce qu'on appelle l'univers observable. L'univers a 13,8 milliards d'années, mais en fait il s'est étendu partout, donc en fait il y a toute une partie de l'univers au-delà des 13,8 milliards d'années qu'on pourra jamais observer, qui échappera toujours à notre observation. Et donc en fait, même s'il y a une sorte de consensus sur la finitude de l'univers, il est possible, il est envisageable, il est imaginable que l'univers soit infini. Or, si l'univers est infini, le corollaire, c'est de se dire que tous les mondes peuvent exister. Et donc, au moment où nous parlons, il existe ou il a existé forcément, par exemple, une planète qui était peuplée de cornichons parlants. Je trouve ça génial. Pickle Nick. Quelqu'un veut réagir à cette question-là ou une autre question? Ou un cornichon? Petit croquant extra fin. Bah oui, c'est midi, on commence à avoir faim bientôt. Dimanche, barbecue. Merci. Oui, bonjour. J'ai un truc qui me tracasse toujours quand je regarde. Alors, les films de SF, c'est frappant. Les livres, j'en ai lu moins que ce que j'ai vu de films. Mais j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe et à quoi ça peut être dû, que quand on envisage une planète extraterrestre, un monde extraterrestre, d'une façon générale, c'est envisagé de façon assez homogène, assez uniforme. C'est-à-dire que la planète est caractérisée par une chose, peut-être la planète de sable, la planète d'eau, la planète ceci, alors qu'on est tous habités par l'impression que notre planète, elle est extrêmement variée. Et la conséquence de ça, c'est que quand on tombe sur une civilisation, en général, c'est envisagé sous l'angle du village, avec un gouverneur, un duc, un baron, et une civilisation qui est très homogène. Et je me demandais si c'était pour des raisons de pratique, de limite d'imagination, ou c'est quelque chose qui me frappe tout le temps dans les récits de science-fiction. Voilà, c'était une réaction que j'avais envie d'avoir, savoir s'il y a des gens qui ont essayé de projeter notre sensation de la complexité sur un monde extérieur. Jean-Marc.
Moi, je dirais que c'est une question de budget de production et de limite de l'imaginaire des scénaristes. Très souvent, dans les films de SF moyens, on va dire, le average SF film, les humains arrivent sur une planète. D'abord, ils arrivent direct sur la base, sur le village et tout, qui visent, et on dirait qu'il n'y a que ça. Il n'y a que ça, puis comme tu dis, la planète paraît uniforme, ou soit c'est un total désert, ou soit c'est un total océan, ou soit c'est une totale jungle, etc. La planète se limite en fait à ton village et les 15 km autour, quoi. Je trouve ça navrant. Je trouve ça extrêmement navrant, parce que c'est un manque criard d'imagination. Effectivement, une planète... Même les planètes extrêmes dont on parle, voilà, qui ne tournent pas, ou qui sont extrêmement froides, ou qui sont extrêmement chaudes, ou qui, voilà, les super-terres du genre la planète géante de Jack Vance, on n'y avait pas pensé, celle-là, mais c'est une super-terre, en quelque sorte, ont forcément un écosystème, une écologie, des paysages extrêmement variés. Et peuvent avoir aussi, si on décide que cette planète est habitée par des formes de vie évoluées, elle a aussi une faune, une flore, divers peut-être systèmes, diverses civilisations. C'est pas uniquement, elle n'est pas peuplée uniquement de reptiliens qui songent à envahir la Terre et qui d'ailleurs ont déjà pris le pouvoir, comme chacun sait. Oui, bah, Donc, on a eu leur nomination hier. Hein. Voilà. Pardon. Pas de politique. Donc pour moi, ça relève d'un manque d'imagination flagrant, et il y a peu de films de SF qui tiennent compte de cette diversité. Et en général, bon, bah, soit c'est des séries B où il y a des bonnes idées comme dans Riddick, soit c'est Interstellar qui est quand même d'un haut niveau scientifique, ou à la rigueur Contact. Bon, le monde d'origine ressemble assez à la Terre, mais enfin bon, ils ont pas mal modifié les couleurs et tout. Puis en fait, on voit guère qu'une plage dans Contact. Hein. Oui, Avatar. Avatar, c'est une jolie planète aussi, où effectivement il y a une volonté d'écosystème, quoi. Il y a une volonté... les navis vivent en parfaite harmonie avec leur monde, et puis l'écosystème est très joli. Hein. Bon, moi en plus j'ai vu la version longue, donc ils en rajoutent une demi-heure sur les interactions des navires avec des beaux effets de lumière et tout, c'est magnifique. Mais pareil, Avatar, tout pourrait se passer dans un rayon de 100 km². Bon, Avatar 2... Oui, dans le 2, le champ s'élargit. Dans le 2, le champ s'élargit, il y a des îles et des océans. Il y a un autre peuple. Alors peut-être le 3, il y aura des montagnes, peut-être le 4... des sous-sols. Il y aura des sous-sols, et le 5, il y aura des déserts. déserts. C'est la planète discothèque. Non, ça, c'est autre chose. Donc, bon, Avatar, effectivement, il y a un peu de la recherche. Mais moi, je trouve que en matière de filmographie SF, en fait, les réalisateurs et les scénaristes ont été un peu plus ingénieux sur les aliens que sur les planètes. Des aliens, on en a de diverses formes quand même. Déjà dans Star Wars, il y en a une belle brochette, diverses et variées. L'alien de premier contact est tout bonnement époustouflant. Mm-hmm. En plus, on ne le voit jamais vraiment, mais enfin, on voit les formes de communication qu'il a. Évidemment, l'alien de Alien, voilà, on le connaît tous bien, il est pas mal non plus. Il est super. Il est super. Il est super. Je suis amoureux de la reine alien. Ouais. C'est pour ça que je suis homosexuel. Bon, mais ce sera intéressant d'un jour de replacer ces aliens exotiques dans leur environnement et d'étudier comment ils vivent sur leur planète. Mais alors là, il faudrait s'appeler James Cameron et puis avoir un gros budget pour ça, je pense. Enfin, en film, en tout cas. En roman, il suffit... Il y en a plein. Il y en a plein. Il y a beaucoup plus de diversité dans les romans que dans les films. Palmer, des autrices ou des auteurs. C'est vrai que j'ai 2 autrices en tête qui ont vraiment cherché à vraiment décrire des systèmes, des écosystèmes complets avec différentes formes de population, d'organisation sociale, etc.
Je disais Ursula Le Guin, Ada Palmer, Becky Chambers, ouais, il y en a, il y a pléthore. Anne Leckie, ouais, c'est une très bonne. Bon, il y a que des femmes, tiens. Question. Oui. Et je voulais juste compléter parce que Ridley Scott, que j'aime beaucoup, Oui. qui avait fait Prometheus et qui s'était lancé un enjeu terrible, justement avec la suite, que j'ai attendu pendant 2 ans et plus, avec une impatience invivable. Et quand c'est sorti, la suite, c'était Covenant. Oui. Et en fait, ce qui se passait dans la fin de Prometheus, c'était Elisabeth, Ellie, Oui. qui a Shaw. survécu, effectivement, et qui, avec David, son humanoïde, enfin, son nom, ouais. Chez Ridley Scott, c'est un des éléments de base. Voilà, ils partent tous les deux justement dans le monde des ingénieurs, justement. Et là, j'attendais justement une nouvelle planète, un nouveau mode de fonctionnement avec des créatures nouvelles. Alors je lui dis, mais comment il va s'en sortir? Qu'est-ce qu'il va nous pondre? Rien. Oui. Rien. Il a simplement éludé avec toujours ce qui lui tient à cœur, c'est les créatures. Il a encore David a créé lui-même 2 nouvelles créatures. Voilà. Alors ça, dans l'Alien, il est allé jusqu'au bout. Spoiler le créateur, c'est la créature créée par l'homme et puis qui crée aussi elle, etc. Ça, c'est génial d'ailleurs chez Ridley Scott. Mais on n'a rien eu. Et la suite là, c'est Romulus, Alien Romulus. Et on n'a toujours rien sur ce monde. Et il a évité en fait de le créer. Je pense parce que soit question de budget ou de limite d'imaginaire, j'en sais rien. Mais c'est encore là, encore à produire. Mais il a évité quand il arrive, David, sur la planète des... Non, c'est pas David, c'est je sais plus qui. Enfin, bref. Il arrive sur la planète des ingénieurs. Il les détruisent complètement. Voilà. Et on élude de la chose. Et David, il va créer des aliens. Voilà. C'est bien les dommage. androïdes sont méchants. Surtout chez Ridley Scott. Écoutez, s'il y a moins qu'il y ait une dernière question rapide, on a quelques minutes encore, ou je vais me faire engueuler par la présidente. Allez, je peux me permettre une remarque? Tu peux te permettre. Allez. Vas-y. Est-ce que c'est pas aussi un moyen dans le récit de nous renvoyer à notre propre fragilité? Parce qu'en fait, en dehors de la Terre, toute planète est extrême en science-fiction. On doit avoir des scaphandres, c'est compliqué, on est confronté à des conditions qu'on ne connaît pas. Et est-ce que c'est pas un moyen justement de nous rappeler à nous-mêmes en tant que petite espèce? En fait, on est tout fragile, confronté à... On n'a pas d'exosquelette, on est composé d'une viande qui est pas extrêmement résistante ni rien. D'ailleurs, la planète dans Riddick, c'est une planète prison, pour la petite histoire. On s'est dit, elle est extrême, on va y mettre la partie extrême, ou du moins ce qui est estimé comme extrême dans nos sociétés. Est-ce que c'est pas justement un moyen pour l'auteur de science-fiction de nous renvoyer à notre condition humaine et de dire... toutes ces choses-là qu'on voudrait explorer, ça nous renvoie quand même souvent à des sentiments d'inquiétude, d'angoisse par rapport à tout ce qui peut nous entourer, cet univers finalement qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas si c'est une remarque ou une question en fait, en vrai. Qui veut répondre? Brièvement, parce qu'après on se fait gronder. D'accord. Comme j'ai dit tout à l'heure, si l'être humain était amené un jour à explorer ces exoplanètes, l'exploration ne pourrait se faire que d'une façon très précautionneuse, très respectueuse et très humble, parce qu'on est face à des forces telluriques totalement démesurées. Même sur la planète, même sur la Terre, on est face à des forces telluriques démesurées. Je veux dire, quand on a des inondations extrêmes ou des sécheresses extrêmes actuellement, on n'y fait pas face, on est victime. Et puis après, on se débrouille pour essayer de survivre et de réparer comme on peut, jusqu'au jour où on ne pourra plus réparer d'ailleurs. Mais je veux dire, sur ces planètes-là, ce serait encore plus extrême, on sera encore plus réduit à l'état de minuscules fourmis face à un rouleau compresseur météorologique, climatique, géologique, etc., etc. Et comme disait Francesco, peut-être que la seule façon de les explorer, ce serait par l'intermédiaire de machines, de robots, dans lesquels il y aurait peut-être une étincelle d'humain. Parce qu'on sait construire des choses aussi très solides, bien plus solides que nous, quoi. Nous, on est l'escargot dans la coquille, quoi. Et encore, la coquille d'escargot, elle n'est pas solide. On est la tortue dans la carapace, c'est déjà un peu plus costaud. Ou on est le servant dans le tank. Là, voilà. On peut griller, mais le tank survivra. Donc voilà,
explorer ces exoplanètes nous amène à notre faible condition d'humain. Et c'est à la fois fascinant et terrifiant, quelque part. Et il n'y a pas de planète B sous nous de ça. Et il n'y a pas de planète B. Pour le moment, en tout cas, et pour un petit bout de temps. Merci beaucoup. Merci, Evelyne. Merci Jean-Marc, merci Francesco. Un grand merci à Diego qui a fait l'interprète au pied levé. Merci, il faut merci, le merci. remercier de venir parce que c'est pas son boulot. Et merci beaucoup Diego. C'était sa première à Diego, Ouais. alors pour l'encourager, bah, Allez, un n'hésitez double pas. round d'applause. Merci. Bravo Diego. Merci.